Eh bien, moi qui me moquais de ceux qui préféraient Tintin Spirou en disant comment c'était pas raciste, me voici bien embêté. Oh, bonjour et bienvenue dans Mes trucs préférés, cette petite série de vidéos qui sont censées combler les trous entre les chroniques des bois perdus et mes insondables doutes quant à la place de l'humanité dans cette cosmogonie qui nous ignore. Avant de passer au top 10, voici quelques mentions spéciales. Les deux films consistant en la première mention spéciale n'ont a priori strictement rien à voir, si ce n'est d'avoir été d'énormes succès surprises au box-office français de cette année. Mais l'idée de les mettre ensemble me fait beaucoup rire. Il s'agit d'un petit truc en plus d'Artus et de Terrifier 3 de Damien Leone. Le premier est une comédie française d'une gentillesse infinie, dotée d'un traitement correct de la question du handicap, ce qui est surprenant. Le deuxième est un slasher gore avec un mime d'une cruauté folle et avec des idées visuelles qui en font le meilleur de sa saga à ce jour, en plus d'ouvrir sur la promesse d'une suite encore plus barrée. Deux faces d'une même pièce qui constituent ce que veut voir le public de nos jours, et mes avis sur ces deux films sont à peu près les mêmes, c'est tellement sincère et bien fait que ça engrange de la sympathie. Spiral de Junji Ito est un énorme banger de manga horrifique, mais en parler ferait redite quant à la dernière vidéo de cette série où j'évoquais déjà l'école décomposée. Je ne sais pas laquelle des deux œuvres je préfère, mais Spiral est clairement plus remplie, plus complète, avec une idée complètement folle à chaque chapitre à partir d'un concept aussi abstrait que une ville se retrouve hantée par une forme géométrique. Et j'évoque ici Doomed de Valerian Wetzel, principalement car je connais personnellement son réalisateur et que le népotisme paraît que c'est mal. C'est un mash-up de 45 minutes comprenant des extraits audio et vidéo de plusieurs dizaines de films et séries racontant comment Superman pète un plomb et décide de détruire l'humanité. Prouesse technique folle, il est disponible sur YouTube, lien en description. Enfin, dernière mention spéciale, c'est cette vidéo d'ores et déjà culte avec Francis Huster dans BioShock. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Je représente le Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée? Certainement pas. Oui, Joe Biden est coupable. Absolument. Absolument. Il est en... Incroyable. Allez, place au top 10. Un truc chouette avec l'art, c'est de pouvoir connaître un minimum le vécu et la culture de personnes nous étant totalement étrangères. Le problème, c'est qu'on risque vite d'être submergé de vécu et de culture d'une certaine caste, les gens d'un même âge, d'une même classe sociale et surtout de même pays. Heureusement, certains distributeurs luttent contre la majorité en proposant des films autres ou venus d'ailleurs. Il faut ici remercier Pyramide Distribution pour la sortie française ce 26 juin du film Le Moine et le Fusil, une fiction venue du Bhoutan. C'est là. Le Bhoutan est connu pour deux choses. Déjà, avoir encore plus de coins paumés que la Bourgogne, et ensuite, avoir inventé le BNB, le bonheur national brut, une façon de mesurer la satisfaction de ses habitants qui serait plus importante que le PIB. Et il a un très beau drapeau. Le Moine et le Fusil, réalisé par Pawo Choining Dorji, qui est un peu le monsieur cinéma du pays, situe son action en 2006, année à laquelle le roi du Bhoutan décide de faire de son royaume une démocratie, et doit donc initier jusqu'au plus reculé des paysans au concept de vote. C'est dans ce contexte que l'on suit plusieurs personnages dans une vallée lointaine, des envoyés de la capitale devant apprendre aux gens la politique républicaine, un jeune moine que son maître charge de trouver un fusil pour des raisons obscures, et un collectionneur américain bien décidé à remettre la main sur le fusil en question. Ce film réussit à garder neutralité et bienveillance. Les villageois ne sont jamais pris avec condescendance, tandis que l'on évite le cliché du méchant de la ville qui vient salir le vierge Éden des gentils de la campagne, quelque chose que l'on voit trop souvent au cinéma. Le tout en ne jouant pas la carte du mélo du tiers-monde dont sont friands les festivals européens. Et si on est maintenu en tension tout du long par la présence de ce fusil, le film reste dans un mood tendre et parfois franchement drôle sans jamais être moqueur. Et sans vouloir en révéler, la fin est aussi surprenante qu'attendrissante, sachez juste qu'elle contient une grosse bite en bois. Ah ça y est, lâchez votre attention, bande de... Mon numéro 9, c'est le média social Blue Sky. Comme quoi, la bienveillance, c'est un fil rouge de ce top. Blue Sky, c'est une alternative à Twitter créée par Jack Dorsey, et c'est un énorme vent frais quand on quitte le réseau qui s'appelle désormais X. Non seulement il y a moins d'énergumènes criards et politiquement douteux, qui payent pour qu'on ne voit qu'eux, mais en plus la communauté qui s'y est installée en premier a su tirer les leçons de Twitter pour instaurer un climat plus sain. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que les administrateurs suivent cette direction, du moins pour l'instant. Alors je sais que la merdification arrivera tôt ou tard, mais pour le moment c'est une bulle calme qui change de l'hystérie totale de X.
Sur Blue Sky, on retrouve ce qui faisait le charme des médias sociaux à l'origine, cette idée d'échange avec le monde, de partage, de pouvoir trouver les gens qui nous ressemblent et pas qui nous haïssent. Les fonctionnalités s'ajoutent au fur et à mesure et les utilisateurs s'entraident pour créer l'espace le plus sain possible. Le pire qui pourrait lui arriver serait de se faire racheter par un milliardaire. C'est fou de se dire qu'un des hommes les plus riches du monde est en fait un incompétent notoire et un danger pour la société, je veux dire... Qui aurait pu prédire ? L'Inde est un pays de cinéma comme aucun autre pays avant, et nous en Occident on se contente de clichés sur les comédies romantiques mièvres en chansons qui durent 3 heures. Ce qui fait que je n'ai jamais vu de film indien, alors qu'ils en sortent 2 bons milliers chaque année. C'est désormais chose réparée avec les 2 films placés en 8ème de cette liste, Kaun de Ram Gopal Varma et Kill de Nikhil Nageshbhat. Le premier est un thriller minimaliste des années 90 qui peut faire un peu nanar au début, mais qui à partir du moment où on commence à comprendre où ça va, amuse par ses retournements de situation incessants qui font qu'on ne sait jamais trop à qui et à quoi se fier. Le second est un film de bagarre dans un train qui utilise habilement son terrain de jeu pour varier les éléments en place dans chaque scène d'action et commettre d'habiles retournements moraux. Ces 2 longs métrages tournés en indie, que 25 ans séparent, durent 1h40 environ, n'ont pas de chansons et sont assez radicaux dans leur violence, donc pas d'excuses comme quoi vous n'aimez pas l'idée que ce que vous pensez être Bollywood. Je me limite volontairement dans ma présentation car j'ai parlé de ces 2 films en podcast. Vous pouvez m'entendre parler de Kill dans un débat critique pour le collectif La 7ème Illusion, et de Kaun dans le podcast L'Eclipse. Lien bien évidemment dans la description. J'aimerais bien avoir une culture jeu vidéo, une passion enfantine délaissée que je rattrape en écoutant des podcasts comme Nuisance Gaming Plus, Quête Latérale ou encore les productions du média Origami. Mais je me perds dans les innombrables noms de jeux, de studios et d'artistes qui m'éloignent d'une époque où c'était plus simple le gaming. Et là, Kid 64. Les images que vous voyez actuellement vous feront comprendre que ce projet touche une corde sensible de mon moi enfantin, celui des jeux de plateforme de la 5ème génération de consoles comme la Nintendo 64 ou la PlayStation première du nom. Mais le jeu de Bogosoft va au-delà du simple clone rappelant le passé. On y incarne Steve, un enfant chèvre mutant qui se perd dans le monde de ses rêves à la recherche de Nachos, guidé par son ami Alexis qui peut se téléporter mais ça ne marche que pour lui. Sur le chemin, il renverse les poubelles comme le punk qu'il est, collecte de l'expérience pour monter de niveau et tabasse des hiboux. Ça leur apprendra à faire des monologues trop longs. L'intérêt du gameplay réside principalement dans sa palette de mouvements. Steve peut sauter, rebondir sur les murs, donner des coups de corne et interagir avec énormément d'éléments pour se mouvoir de façon extrêmement fluide et fun. Le tout dans un monde amusant avec des secrets de partout et des blagues qui font mouche. Ce n'est qu'un tout petit jeu de 4 à 8 heures, mais je prie pour que son créateur puisse faire des projets longs et qui percent, tellement c'est un des meilleurs platformers 3D auxquels j'ai pu jouer. Et j'en ai fait pas mal quand j'étais gamin. J'ai platiné Spyro le Dragon, moi, c'est vous dire, on doit être 6 dans le monde. Alors, le numéro 6, c'est le point Actual Play. Le moment où je passe en revue ma consommation de parties de jeux de rôle filmés, et j'ai expliqué dans une vidéo pourquoi c'était trop bien. Et aussi parce que c'est compliqué d'organiser des vrais jeux de rôle quand les autres gens ont soi-disant un travail. Roll & Play Résurgence est sûrement l'œuvre qui m'a le plus accompagné durant ces 6 mois, de façon certes sporadique, mais je finis toujours par y revenir. L'approche de la masterisation de Julien Dutel est très différente de celle de Fibre au Tigre. L'univers est riche, hyper détaillé, on peut même acheter des livres entiers qui le décrivent. Les scènes d'émotion avec les PNJ sont plus mises en avant, le groupe étant constitué de comédiens professionnels, ils en profitent pour interpréter vraiment leurs personnages, dont les décisions et intérêts sont au cœur de l'histoire, avec de nombreux dilemmes moraux à gérer. La campagne Résurgence est composée de 6 arcs, les saisons 5 à 10, d'une vingtaine d'épisodes à peu près, dont un spin-off avec d'autres personnages que franchement vous pouvez sauter si vous en avez envie. Il n'est pas essentiel à la compréhension de l'intrigue globale. Mention spéciale par exemple à l'épisode 9 de la saison 9, qui est une gigantesque scène de tension que si on avait voulu l'écrire en avance, on y serait difficilement parvenu, et ça aurait été moins prenant tout de même. Mais Game of Thrones n'est pas en reste puisque continue la saison Comte de Valencia qui, après 3 épisodes interactifs en public, repart aux bases avec une aventure à travers les mondes d'Aria, et pourtant ils parviennent tout de même à se renouveler suffisamment pour rester drôles et palpitants, avec ce soupçon de merveilleux que l'on retrouvait dans les premières saisons du show. Fibre au Tigre a encore des trouvailles folles, des mystères tenus et des bizarreries rigolotes à nous fournir dans un équivalent de fantasy du Vietnam, ce qui me donne envie de continuer à parcourir le monde d'Aria avec les romans et BD qui sortent en ce moment. Mais ma mention suprême dans les nouveautés Actual Play du moment, c'est la nouvelle campagne de Table Quest, Le Vol des Dragons, qui a commencé il y a peu sur la chaîne Twitch d'AlphaCast. Sur le papier, je pourrais m'en méfier, c'est du Donjons et Dragons avec des streamers, mais pourtant ça marche tellement bien. Antoine Naliel est en feu, certes, mais tous les autres PJ sont originaux et bien traités par l'histoire et par leurs interprètes respectifs. Le groupe fait vivant à travers leurs interactions et leurs incartades dans diverses intrigues secondaires. La production a vraiment retenu les quelques défauts de la première campagne et s'assure de produire un des événements les plus plaisants à suivre du Twitch en français. Il y a même des résumés des épisodes précédents en vert par les créateurs de Reflets d'Acide, mais que demande le peuple? Oh! Excusez-moi, je m'étais arrêté après cette diatribe sur les loisirs enfantins. C'est moi,
le professeur pédantroncule. Dis-moi, ami youtubeur, n'aurais-tu pas quelques livres à nous recommander ? Eh bien, cher professeur, je vous recommande le livre Histoire bizarroïde, un recueil de nouvelles du prix Nobel de littérature 2018, Olga Tokarczuk. Ce recueil contient 10 courtes histoires hantées par la mort et la déshumanisation, car comme on sait, les œuvres polonaises qui nous parviennent sont toujours parcourues d'optimisme. Leurs personnages principaux cherchent à trouver un sens à leur existence dans un monde qui semble se disloquer, parfois travesti par des oripeaux de science-fiction. Par exemple, un vieil homme découvre que le monde change, du genre il y a des coutures de chaussettes là où il n'y en avait pas avant, et les timbres sont désormais ronds, on lui assure que ça a toujours été le cas. Ou encore un autre homme qui, après la mort de sa mère, se rend soudain compte que celle-ci a laissé d'étranges bocaux partout dans leur appartement. Comme le nom du recueil l'indique, il y a une étrangeté qui parcourt toutes ces nouvelles, mais elle en dit suffisamment pour qu'on comprenne de quoi il en retourne. Certaines même développent un univers en quelques dizaines de pages. Par exemple, la dernière suit le masseur d'une espèce d'entité messianique qui est venue sauver l'humanité après la pollution des eaux à cause du plastique ou je sais pas quoi. Bon, je pose ça là. Personnellement, ma nouvelle préférée, c'est une des dernières, La montagne de tous les saints, qui résume à peu près tous les thèmes de ce recueil, donc la peur de la mort, ceux qui se tournent vers la science, ceux qui se tournent vers la religion, la technologie qui transforme les humains dans des buts abscons, le tout avec une fin qui m'a laissé sur le cul. Tokarczuk nous transmet un esprit de fin du monde à travers des histoires à échelle humaine dans lesquelles on ne s'ennuie jamais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez peur de pas finir les romans mais que vous voulez lire de la littérature romanesque, les recueils d'histoires courtes sont une très bonne porte d'entrée, une très bonne solution pour ce genre de choses. Vous le savez peut-être, j'ai rejoint cette année le collectif La 7ème Illusion, avec lequel je participe parfois à des débats critiques, ou bien stocke des informations compromettantes sur le YouTube Ciné dans un dossier scellé. Et bien cette année, j'ai eu l'opportunité de couvrir le Festival International du Film Fantastique de Paris, où j'ai assisté à 14 séances, vu 13 longs métrages et 9 courts métrages. L'expérience est parfois éprouvante, mais une semaine à bouffer de la péloche, ça peut être une bien belle expérience. Voici les 5 films que j'ai préférés dans mes visionnages du PIF 2024. Police Story 3 Super Cop de Stanley Tong était diffusé en séance culte et c'est un vrai plaisir au cinéma d'action qui fait mal et qui donne des frissons. Ayant le bon goût de se limiter à 1h35, il met à l'amende n'importe quel blockbuster américain de ces dernières années, tout en parvenant à être tendu et parfois même drôle, même pour un public occidental. C'est Jackie Chan et Michelle Yeoh qui filent des tatanes, mais c'est tellement bien fait qu'on en redemanderait. Daniela Forever de Nacho Vigalondo, diffusé hors compétition, raconte comment un homme prend une drogue pour faire des rêves lucides de sa femme morte. Ce film résume parfaitement les deux thématiques que l'on voyait le plus ressortir du festival cette année. D'un côté le patriarcat et le rapport conflictuel entre les genres, et d'autre part la nostalgie morbide avec des personnages qui se raccrochent au passé de manière maladive. Je vais pas vous mentir, le film a des problèmes de rythme assez sérieux, mais cette façon qu'a Vigalondo de montrer des problèmes relationnels à une échelle cosmique marche. Dead Talent Society de John Soo, présenté en compétition, se situe dans un univers psychopompe loufoque et morbide à la Beetlejuice, mais avec une sauce extrêmement orientale qui parodie les légendes urbaines et les films d'horreur locaux. J'ai ri pendant toute la première moitié de l'histoire, et à un moment juste après, il y a un flashback qui m'a ému aux larmes. Que demander de plus ? Un film qui transpire d'envie de cinéma tout en étant un gros doigt d'honneur à une industrie qui dégoûte le cinéaste, finissant par faire ressurgir l'humanité de ses fantômes, vraiment une belle claque. Hick de Joseph Kahn était le film de la séance d'ouverture du festival. On y suit un ancien quarterback, gloire de son lycée, devenu un professeur minable et alcoolique, dans un monde envahi par une sorte de plante parasite noire, Leak, qui devient de plus en plus menaçante. Ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est que Leak du titre n'est pas une bête métaphore strictement équivalente. Plein de thèmes peuvent être soulevés avec cette histoire, dont le marasme post-adolescence quand on ne sait pas quoi faire de sa vie, ou encore l'hystérisation du monde. Ça capte parfaitement un certain air du temps de l'Amérique trumpiste, tout en étant très référencé aux années 2000, on ne devine jamais ce qui va se passer à la prochaine scène, ni ne s'ennuie. Enfin, The Surfer de Lorcan Finnegan, présenté en séance de clôture. L'histoire d'un homme qui se fait emmerder par une bande de surfeurs New Age qui l'empêche de se rendre dans la baie australienne de son enfance. Je l'attendais avec appréhension, tant ce que j'avais retenu du premier film de Finnegan, Vivarium, ne m'avait pas spécialement convaincu. Je me souviens d'un court-métrage trop étiré, on comprend tout de suite où ça veut aller, et je suis beaucoup plus séduit par ce The Surfer, une fois de plus une histoire réduite dans son action et son unité de lieu, mais qui surprend beaucoup plus et captive avec son ambiance caniculaire et son Nicolas Cage qui sombre dans la folie. La salle a applaudi un moment cathartique concernant un des surfeurs et un rat. Alors oui, je n'ai pas vu les films qui ont été le plus appréciés de la compétition, notamment l'ukrainien You Are the Universe de Pablo Ostrikov, qui a gagné les 2 prix de la compétition long métrage, mais je suis tout de même satisfait de cette expérience et j'espère pouvoir refaire un truc du genre après m'être bien reposé. Au début du film Les Chambres Rouges de Pascal Plante, que nous regardions ensemble, mon père me dit « Eh, je vais rire tout du long à cause des accents québécois. » Eh bah putain, on n'a pas beaucoup ri. Le récit des Chambres Rouges prend place durant le procès de Ludovic Chevalier, un homme accusé d'avoir torturé et mis à mort des adolescentes dans le cadre de Red Room, un spectacle macabre pour de riches particuliers sur internet.
Plus particulièrement, nous y suivons deux jeunes femmes assistant au procès qui semblent étrangement fascinées par cette horrible figure de tueur. De tous les films que j'aurais eu cette année, c'est là sûrement le plus tendu. Alors qu'on voit presque rien de violent, plus ça avançait, plus ma respiration se coupait à certains instants, tellement j'appréhendais ce qui allait suivre. Ceci grâce à une gestion du mystère impeccable, dû au fait qu'on ne comprend jamais vraiment les intentions de notre protagoniste, Kellyanne, jouée par Juliette Gariepi. Qui est ce personnage? De quel côté se situe-t-elle? Est-elle vraiment une psychopathe fan de The Tueur, ou bien au contraire cherche-t-elle la vérité? Qu'est-ce qu'on suit en fait? Partant d'un phénomène réel connu de tous, les groupies de tueurs en série, Pascal Plante parvient à donner à son film une ambiance mystérieuse et horrifique sans rien montrer, rien qu'avec le mystère et la psychologie de ses personnages. Les Chambres Rouges contiennent parmi les scènes les plus affreuses que j'ai vues dans leur dénuement. L'acteur qui joue le tueur, Maxwell McCobb-Locos, ne parle jamais ou presque jamais du film, et pourtant son petit signe de main est un pur moment de cinéma d'horreur. Comme quoi on peut vraiment faire peur à partir de rien. Est-ce que vous voyez la scène de la chips dans Death Note? Si, cette scène. Puis je prends une chips que je mange. C'est très court passage, quand on le voit, on se dit que c'est un peu un écart dans le ton de l'œuvre, parce que c'est tellement over the top, qu'en français ça devient un peu ridicule par rapport au sérieux du reste de la série. Voire on dit que c'est pas grave, c'est culturel, car comme chacun sait, le Japon est un pays entre exagération et modernité. Maintenant, imaginez une série entière où tous les potards sont constamment au niveau de la scène de la chips. Kaguya-sama Love is War, série animée d'après le manga d'Aka Asaka, est cette série. Les personnages se livrent une guerre psychologique des plus extrêmes pour savoir qui va déclarer son amour en premier à l'autre. Le moindre petit geste est filmé comme une redoutable technique militaire, souligné à grand renfort d'effets de style avec un narrateur en feu. Ce ton, il sert parfaitement à la représentation de l'émotivité de ces adolescents soumis à une pression sociale folle dans leur lycée réservé aux riches et aux meilleurs élèves, je mets des gros guillemets. Au-delà de la blague, c'est une œuvre qui capte vraiment bien les amours adolescentes et la pression que l'on subit à cet âge-là sans jamais être trop plombant. Et putain, ce que c'est drôle et jouissif, et en même temps c'est tendre, jamais trop graveleux, et la série se renouvelle suffisamment au fur et à mesure des épisodes pour ne pas rester un simple cartoon répétitif. Par exemple, l'ajout ponctuel de personnages secondaires vient renforcer les possibilités, les nouvelles situations, et comme ce mec là qui est étrangement relatable, j'ai envie de mourir, je rentre chez moi. C'est sûrement une de mes romances préférées. La forme est folle, le fond touche une vérité, et puis il y a cette réplique. Et merde, saloperie de riz. Vous savez, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Je me mets une pression dingue, je me demande est-ce que ça intéresse les gens, et est-ce que je suis pertinent, est-ce que je suis légitime. Et puis spécifiquement pour cette vidéo, j'avais peur de pas avoir assez d'objets pour remplir le top 10, que je ferais qu'étaler mon inculture et tout. J'avais pas d'idée pour le top 1, et puis paf, Balatro. Balatro m'a eu dès ma première run, c'est tout con, juste un jeu où il faut faire des mains de poker, armés de différents jokers qui donnent des bonus, et c'est captivant. Du roguelite comme j'aime, les parties ne sont pas trop longues, et les différentes cartes que l'on acquiert durant la partie changent drastiquement notre manière de jouer pour chercher toujours un moyen de créer des synergies qui nous font rouler sur les grosses blindes. Par exemple, une fois, j'avais un joker qui augmentait les points de cartes figures, une autre qui multipliait le score des cartes figures, un qui copiait le joker de droite, donc qui multipliait la multiplication, et vers la fin j'ai eu le graal de mon build, un joker qui fait que toutes les cartes comptent comme des figures. À chaque victoire, on a l'impression d'avoir su lire entre les lignes du jeu pour jouer contre lui avec ses propres règles, un game design brillant. Et je le répète, c'est juste un jeu de cartes avec lequel on crée des mains de poker. De la simplicité résulte le fun. Et en plus, ça en fait un jeu très accessible. Je recommande la vidéo de Game Next Door dans lequel un des animateurs de la chaîne fait découvrir le jeu à sa grand-mère, qui n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. Et c'est con, mais la force de Balatro, malgré son apparente simplicité, m'a décomplexé, m'a dit que je ferais bien de parler à cœur ouvert des œuvres que j'aime dans ces vidéos, même à un public restreint. C'était Skull Kid, merci d'avoir suivi mes trucs préférés d'été-automne 2024. A priori, bientôt sur la chaîne, le top des vidéos YouTube de 2024. Merci à tous de m'avoir suivi et bonne année à tous.